à vous si vous venez de nous retrouver pour cette dernière partie de conférence, la dernière après-midi au salon WeTech Côte d'Opale. Et là, tout de suite, on va aborder le marketing d'influence. C'est vrai qu'on le voit un peu partout, c'est devenu à la mode, à la télé. Ça vient de la télé, ça vient sur nos réseaux, on ne sait pas vraiment comment l'utiliser. Et là, je suis accompagnée de Simon Peterwolf, un expert. Vous êtes le dirigeant de l'agence Cullen Agency, de l'agence Cullen Agency, et vous venez de nous parler du marketing d'influence en communication pour les entreprises. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on appelle par marketing d'influence ? Alors, le marketing d'influence, c'est utiliser une personne qui a une certaine influence sur une communauté pour mettre en avant un produit, un service ou tout simplement parler d'une entreprise. Ok, et vous vouliez faire une petite expérience, vous m'avez dit juste avant de prendre la parole. Alors tout à fait. Alors avant d'aborder le marketing d'influence, je voudrais faire une petite sensibilisation. Je ne sais pas ce qui va se passer. Vous allez voir. Alors je vais m'intéresser aussi au public, forcément. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Un téléphone ? Un téléphone, tout à fait. Et justement, ce téléphone, tout le monde l'a tout le temps, partout, tout le temps. Et justement, est-ce que vous savez ce qui se passe dans votre journée quand vous oubliez votre téléphone ? Eh bien, on a un petit peu peur, on ne sait pas ce qui se passe, on a l'impression qu'on va manquer notre vie, on a l'impression qu'on va manquer un mail, un appel, bref, qu'on va rater une notification. Est-ce que Simon, vous me permettez de poser cette question aux jeunes qui sont derrière vous ? Je vais leur dire, est-ce que si vous oubliez votre téléphone, alors qu'est-ce que vous avez l'impression de rater, c'est ça ? Tout à fait. Qui veut prendre la parole pour répondre à ça ? Alors, qui a déjà oublié son téléphone ? Bah ouais, c'est déjà arrivé. Et alors, comment tu te sens si tu passes ta journée sans ton téléphone ? Bah comme s'il y avait un manque en fait. Genre on sait pas vraiment ce qu'on va faire, on sait pas si on reçoit quelque chose ou pas, ou si on rate un truc. Et qu'est-ce qui te manque le plus quand tu n'as pas ton téléphone ? Sur ton téléphone ? Est-ce que c'est les appels, les SMS, les réseaux sociaux, les mails, regarder des vidéos ? C'est ça, parce que du coup, si quelqu'un nous appelle alors que c'est important ou quoi, bah on peut pas répondre, on sait pas en fait. On est un peu dans l'inconnu. Ok, et donc ? Plus loin. Oui. En fait, c'est simple. Le matin, vous oubliez de prendre votre téléphone, vous êtes dans la voiture pour aller au travail ou à l'école, vous oubliez de prendre votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites ? Vous repartez à la maison, quitte à arriver 5-10 minutes en retard à l'école ou au travail. Parce que vous ne pouvez pas faire sans votre téléphone durant votre journée. Par contre, si vous oubliez votre repas le matin en partant, vous dites bon, c'est pas grave, j'irai manger avec les copains ou j'irai m'acheter un sandwich. Et au final, la peur de ne pas avoir son téléphone, c'est ce qu'on appelle la nomophobie. Et au final, aujourd'hui. Nomophobie. Vous souffrez de nomophobie, cher jeune homme. Tout à fait. Et ça, en fait, c'est le cas de chez tout le monde. Qui peut faire une journée sans téléphone quand c'est pas les vacances ? C'est un peu compliqué. Ça dépend de la journée qu'on veut s'octroyer, mais je suis d'accord qu'au quotidien, et après je pense que ça dépend aussi des générations et de l'usage qu'on en fait, ne pas avoir son téléphone peut être un inconvénient parce que c'est aussi un outil de travail, et après ça peut réconforter d'avoir son téléphone. On a l'impression qu'on peut être perdu dans le désert, enfin si on a son téléphone, ça passe. Je sais pas vous, mais je pense que ça passe. C'est tout à fait ça. Et justement, est-ce que vous savez combien de temps vous passez sur votre écran de téléphone ? Alors je vous pose la question à vous, mais je la pose aussi au public. Oui, alors moi je vais être honnête, je vais regarder, je sais pas, je dirais entre 2 et 3 heures. Alors dans le public, en moyenne, combien vous pensez passer de temps ? Sans regarder sur votre téléphone. Ah oui, je dirais entre 4 et 5 heures par jour. Et en vérifiant là sur le téléphone ? J'étais à 5 heures. Ok, alors, ta voisine ? Ça serait curieux de savoir un petit sondage. Combien de temps vous passez sur votre téléphone ? Moi, je pensais à peu près ça aussi. Enfin, je passe 6h30 sur mon téléphone. 6h30, c'est déjà pas mal, non ? Moi, en moyenne, je suis à 4 heures. 4 heures, ça va. Votre voisine ? En moyenne aussi, 4 heures. Ok, et enfin ? Oui, 3-4 heures max. 3-4 heures max. Et bien justement, moi, ce que je vous propose, c'est je vais vous montrer mon écran de téléphone et on va aller sur les réglages. Alors ici, moi, j'ai un iPhone et dans l'iPhone, ça s'appelle temps d'écran. Donc, je vais sur temps d'écran et ici, j'ai mon activité sur ma semaine. Et là, on observe quoi ? Que je passe en moyenne 5h10 par jour sur mon téléphone. Ça vient de passer à 5h14. 5h14, tout à fait. Et donc, grosso modo, on passe quand même pas mal de temps sur notre téléphone. Mais justement, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'on y fait. Alors moi, si je regarde, mon top 3, c'est Instagram, Gmail, WhatsApp, Facebook, LinkedIn et compagnie. Donc c'est quand même beaucoup les réseaux sociaux. Et je peux poser la question au public, justement. Et vous, quel est votre top 3 ? Ah, ça c'est intéressant.
Ah, ça regarde. Bah, moi, mon top 3, c'est YouTube, Snapchat et Instagram. C'est intéressant. Du coup, moi, c'est Snapchat, photo et TikTok. Photo, ok. Ah oui, bah l'appli photo, oui. Je suis sur Twitter, YouTube et Instagram. Ok, YouTube, Instagram et Apple Music. ok. Messenger, une application de lecture de Webtoon. D'accord. Et Instagram. Ok. Oui, c'est bien. Passez le micro devant. Allez, pourquoi pas? Moi, du coup, alors, les jeux, moi, c'est les jeux. Les Donc, jeux solitaire, belote et à Facebook. Ah, on a une joueuse. C'est bien parce que je trouve que ça révèle aussi la personnalité. Allez-y. Tout le monde moi, ça doit regarde. être des jeux aussi, donc il doit y avoir Clash of Clans, je pense, YouTube, et en troisième, je sais pas, sans doute Facebook peut-être. Facebook, ok. Votre voisine? Moi, c'est Safari, Messenger et Message. Message, ok. Et en fait, ce qui est Votre marrant... voisine de devant? Comme ça, on aura... Message, Messenger et Facebook. Ok. Ah, vous pouvez garder le micro. Merci de vous avoir répondu. C'est bien de faire un petit sondage, de voir à peu près nos habitudes de consommation des réseaux ou des applis. Tout à fait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est en fonction des générations, les applications sont différentes. Plus on est chez les jeunes, plus on sera sur du Snapchat, sur du TikTok et Instagram. Plus on va monter, on va aller sur du Instagram. Et plus on va aller sur une catégorie de personnes un peu plus âgées, on va aller sur du Facebook. Et c'est intéressant parce qu'au final, chaque application a plus ou moins sa communauté. Et on peut savoir en fait qui est sur quoi tout simplement en fonction de l'âge. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez quand vous avez fait ce constat-là, de se rendre compte qu'on est, en fonction des âges, des typologies, typographies, etc., on est entre 3 heures pour certains, 6 heures, voire plus pour d'autres. Qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh ben en fait, c'est simple. C'est si je me mets à la place d'une entreprise, bah, ça serait dommage de ne pas aller sur Internet. Parce qu'on remarque qu'au final, beaucoup de monde, beaucoup de jeunes, tous les humains vont sur Internet pour consommer des réseaux sociaux, pour consommer de l'information. Et du coup, si je suis une entreprise, pourquoi pas ne pas profiter de cette visibilité? Et c'est là justement où on intervient sur l'influence marketing, parce que justement, on va utiliser ces différents réseaux, ces différents canaux pour aller toucher des communautés, toucher des personnes pour pouvoir faire la promotion soit d'entreprises, soit de services, soit de produits tout simplement. Et alors, je voudrais juste ajouter une petite chose. Vous voyez sur mon téléphone, mais ça c'est le cas chez pratiquement tout le monde, on voit mes activités, je descends et au final, mon téléphone est tout en bas, limite en option. Et ce qui est formidable, c'est qu'on appelle ça un téléphone et au final, on ne l'utilise même plus pour sa fonction de base qui était d'appeler, mais vraiment de l'utiliser pour aller sur Internet ou consommer des réseaux sociaux tout simplement. Et donc, vous me parlez de marketing d'influence. Donc, on y vient. On utilise les réseaux sociaux? On utilise les réseaux sociaux, mais pas que. Mais pas que. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour influencer notre cible, notre communauté? Alors, avant de montrer comment on peut influencer, je vais juste montrer une petite photo, et on a de la chance d'avoir du public, que je vais faire interagir. Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est sur l'écran? Alors, c'est pas forcément de leur génération. J'avais leur âge quand c'était de la mienne. Ah, j'adore. Sportif très connu. Ça nous fait pas du bien, ça. Alors, là, je vois quelques personnes. Sachez que les chaussures qu'il a autour, du coup, portent son nom. Ah, c'est bien, j'ai entendu Michael Jordan, ça nous rassure. Pourquoi Michael Jordan et pourquoi je le montre ici? Tout simplement, Michael Jordan, basketteur ultra connu dans le monde, l'apogée de sa carrière 1990, et dans les années 90, Facebook, Instagram, Twitter n'existaient pas. Et Michael Jordan fait partie des athlètes qui étaient payés au milliard de dollars par Nike. Tout simplement pourquoi? Dès qu'il sortait sur les parquets, ses paires de chaussures se vendaient comme des petits pains. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout bonnement de l'influence marketing. Vous entendez ça? Et Internet n'existait pas. L'influence existait déjà. Tout à fait. Michael Jordan, sportif de haut niveau, et c'est pour ça que dans le monde du sport, les marques s'intéressent aux sportifs parce qu'ils ont une notoriété, ils passent à la télé, ils passent sur différents supports, et au final, ça intéresse les marques parce que la marque, ça donne de la visibilité tout simplement. Deuxième photo, est-ce que vous la reconnaissez? Alors? C'est qui? J'entends pas. Attendez, on va vous donner un micro.
Kate Middleton, la princesse consort maintenant. Ah, c'est ça. Tout à fait. Alors pourquoi je vous montre Kate Middleton ici? Eh ben, la raison elle est simple. À la couronne, on n'a pas le droit. Ils n'ont pas de réseaux sociaux où ils montrent ce qu'ils veulent. En fait, Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur image pour influencer sur une marque. Voilà, leurs réseaux sociaux sont vraiment utilisés pour des œuvres caritatives, etc., etc. Et pour autant, quand Kate sort de son palais, elle fait coucou au public, les paparazzi la prennent en photo et le lendemain, la robe qu'elle portait, elle n'est plus du tout dans les magasins. À l'époque, elle était habillée par Zara et souvent Zara avait le problème d'avoir des indisponibilités sur la robe que portait Kate quelques jours avant. Et pour autant, Kate Middleton n'est pas une influenceuse comme on pourrait le prétendre. Là, on apprend quelque chose. Kate Middleton était habillée par Zara. Je sais pas vous, alors moi, je ne savais pas. La suivante, la plus belle, la plus connue des réseaux sociaux français, j'ai nommé Nabila. Nabila, c'est, on va dire, un petit peu la patronne des influenceuses françaises. Alors Nabila, elle a fait un petit peu de télé-réalité. C'était Secret Story, il me semble. Ensuite, elle a été sur des plateaux télé, touche pas à mon poste pour le citer. Ensuite, elle a eu des petits déboires avec son mari, elle a fait un petit tour par la casse-prison. C'est ça, elle s'est fait incarcérer, oui. C'est ça. Et aujourd'hui, Nabila vit les doigts de pied en éventail à Dubaï, la capitale des influenceurs. Et Nabila gagne très très bien sa vie avec son mari. Et aujourd'hui, en fait, typiquement, c'est l'influenceuse par excellence que tout le monde connaît. Alors Nabila, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a créé sa marque de produits, elle met en avant des produits, on voit différentes choses sur les stories, les réseaux sociaux, etc. Mais ça, on en reviendra un petit peu plus tard. Et dernière personne, voilà, est-ce que vous le reconnaissez ? Je ne connais pas, non, je suis peut-être pas... Je vais poser la question au public, est-ce que vous le reconnaissez ? Là, c'est un piège, Simon, non ? Le public, est-ce que quelqu'un reconnaît ce charmant jeune homme ? Non. Je vous dirais que moi non plus. Et au final, pourquoi je mets cette personne ? En fait, c'est simple. C'était un piège. En fait, c'est que tout le monde est influenceur ou influencé. Je m'explique. Peut-être que vos parents ou votre institutrice ou votre professeur vous a dit « Tiens, jeudi, vendredi, il y a un salon au Touquet, on va y aller ou je vous recommande d'y aller. » Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous venez sur le salon. Peut-être que je vais vous dire, tiens, au Touquet, il y a un petit restaurant indien qui est vraiment pas mal, je vous recommande d'y aller. Et peut-être qu'un jour, vous allez vous dire, tiens, je vais aller au restaurant indien, Simon me l'avait recommandé. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que l'influence marketing touche tout le monde. Il suffit d'être dans un groupe de personnes et qu'une personne dit, tiens, on va aller manger dans tel restaurant, et tout le monde va dire, ah bah oui, pourquoi pas, on va aller là-bas. Et en fait, l'influence marketing commence déjà à ce niveau-là. On parle beaucoup de gros influenceurs comme Nabila, comme Kate Middleton et compagnie, mais au final, ce qui est intéressant aussi, c'est les petits influenceurs, les micro-influenceurs, comme on les appelle. Et c'est là où on peut aller chercher de la visibilité, de la notoriété, mais aussi de l'authenticité. Et par exemple, si je suis une marque, un petit influenceur aura un discours qui sera plus vrai qu'un gros influenceur. Pourquoi ? Parce que bien souvent, le gros influenceur est payé pour le dire. Et il doit coûter plus cher. Et puis il coûte aussi beaucoup plus cher. Tout à fait. Moi, j'avais quand même une remarque là, sur ce que vous venez de dire. Quand vous dites, par exemple, on cherche un restaurant, on va nous être conseillé par une tierce personne que l'on connaît et on va y aller. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et je pense que l'influence aussi marche par ces valeurs, ça accorde la confiance qu'on a envers l'image de cette personne. Je m'explique. Si un proche en qui on a confiance nous conseille d'aller quelque part, on va lui faire confiance, on va y aller. On va dire, il ne va pas nous conseiller sur quelque chose, le restaurant, il n'est pas bon. Et donc, si on suit aussi une influenceuse ou influenceur pour une marque quelconque, est-ce qu'au-delà que la personne soit connue, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'on donne de la confiance envers ce que la personne projette en termes de valeur ? Parce qu'on peut très bien dire, moi, si quelqu'un que je ne connais pas va me dire « va manger là », si je ne la connais pas, je ne vais pas forcément l'écouter. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette notion de la relation de confiance dans ce que l'influenceur dégage en fonction de comment déjà elle s'est fait connaître, et est-ce que ça fait appel à mes valeurs ? C'est-à-dire peut-être aussi pour ça qu'il existe plusieurs influenceurs, parce qu'on peut aimer Nabila et pas aimer quelqu'un d'autre, et inversement, et donc les marques utilisent les influenceurs aussi en fonction de ce qu'elles dégagent pour répondre à une cible donnée. C'est complètement ça. Et en fait, les séries télé ou les séries Netflix, on devient accro parce qu'on regarde un premier épisode, un deuxième, un troisième, et puis à un moment donné,
on a envie de regarder. Et ben les influenceurs, c'est ça, on commence à les regarder un petit peu, et puis au final, tous les jours, on veut les voir, on veut regarder ce qu'ils font dans leur vie, où ils ont été en vacances, ce qu'ils mangent, etc. Et du coup, on vit avec eux, et comme je disais tout à l'heure, le téléphone, on l'a dans notre poche, et au final, l'influenceur, on a l'impression de vivre avec lui. Et aujourd'hui, on voit que certains influenceurs montrent tout sur les réseaux. Du coup, on a vraiment l'impression de partager leur vie et de vivre avec. Et du coup, quand ces influenceurs vont donner un avis sur quelque chose, bah, la personne qui va regarder son téléphone va prendre cet avis pour avis comptant, et du coup ça a une réelle puissance. Et c'est là où il peut y avoir aussi des fois des limites avec des gros influenceurs. C'est par exemple faire l'apologie de certains produits pour se blanchir les dents alors que les produits ne sont pas normés en France. C'est peut-être utiliser des shampoings qui vont décolorer les cheveux qui ne sont pas normés en France non plus, et du coup là on peut avoir aussi certaines dérives avec les gros influenceurs. On rentre vraiment dans la production et faire du chiffre. Question à main levée. Qui suit des influenceurs? Combien de personnes suivent des influenceurs ou influenceuses? 1, 2, 3, 4. C'est tout? Bah, vous voyez? En fait, tout le monde ment. Alors ceux qui n'ont pas levé la main, mentent. Parce qu'au final, c'est quoi un influenceur? Je regarde le football, par exemple. Les athlètes de foot sont, mine de rien, au-delà d'être sportifs, sont aussi des influenceurs. Ils sont sur les réseaux sociaux. Oui. Les chanteurs, les chanteuses, au-delà de chanter, ils sont aussi présents sur les réseaux sociaux. Alors les influenceurs, comme on les entend aujourd'hui, ce sont surtout des personnes qui, pendant le confinement, s'embêtaient un petit peu. Tiens, je vais faire quelques TikTok, je vais danser. Et puis du jour au lendemain, on s'est dit, ah tiens, j'ai eu 1 million de vues sur mon TikTok. Je vais peut-être être influenceur parce que derrière, je sais que je vais pouvoir attirer des marques et gagner de l'argent. Aujourd'hui, ça, c'est comme ça que perçoivent les gens l'influence marketing. Et pour autant, comme je disais tout à l'heure, tout le monde est influenceur au final. Est-ce que ça rapporte vraiment d'être influenceur? Enfin, pas à l'influenceur, à la marque qui utilise un influenceur. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais. Franchement, vous avez un exemple? Bien sûr. Alors, j'en ai plusieurs. Alors, avant confinement, ça ramenait beaucoup aux marques et moins aux influenceurs. Et depuis que le confinement est passé, en fait, on a pris, je dirais, 5-6 ans d'avance. Et maintenant, même un petit influenceur qui a 1000 followers, par exemple, ou 10 000 followers, pardon, peut être payé par des marques. Et en fait, pourquoi les marques continuent de payer? Tout simplement parce que c'est ultra rentable. Moi, par exemple, je travaille pour un site e-commerce. On gagne plusieurs millions d'euros juste à utiliser des influenceurs. Ah bon? Et quand je vous dis l'argent qu'on dépense, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on gagne. Donc vous avez un vrai retour sur investissement? Complètement. Et est-ce que tout le monde peut utiliser ces outils marketing d'influence? Est-ce que chaque secteur d'activité peut le faire, ou il y a vraiment des domaines où c'est pas nécessaire, où c'est pas utile, ça s'y prête pas? En fait, l'idée, c'est si on fait du marketing d'influence, c'est quel est le but? Le but, est-ce que c'est d'avoir de la visibilité? Est-ce que c'est de vendre plus? Si j'ai pas besoin de visibilité, si j'ai pas besoin de vendre plus, je vais prendre peut-être le boulanger du coin. Est-ce que lui, pour autant, a besoin de faire du marketing d'influence? Probablement pas. Par contre, si je suis un site e-commerce et que je veux atteindre des objectifs de chiffre d'affaires, ça peut être intéressant d'aller chercher des influenceurs pour parler de sa marque et pour générer du chiffre d'affaires derrière. Mais au final, est-ce que tout le monde peut utiliser les influenceurs? Oui et non. Il y a aussi d'autres manières de les utiliser. Par exemple, si je prends mon téléphone, par exemple, je vous montre à l'écran, je vais aller sur Internet. Ici, je vais taper, par exemple, restaurant Touquet. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mes petites fiches Google. Et l'influence, c'est aussi les avis qu'on peut retrouver sur ces fameuses fiches Google. Imaginez, ici, les canailles, il y a 284 avis. Donc déjà, on se dit 284 avis, il y a une note de 4,6, c'est plutôt une bonne moyenne. Et ça, tiens, je ne connais pas forcément ce restaurant. Les avis, déjà, ça vaut de l'or pour un restaurant, une entreprise. Alors ici, où sont les avis? On en revient à notre copain, notre mère qui nous influence pour dire va dans tel et tel resto. Sauf que là, c'est des avis numériques. Complètement. Et ça peut être pour un restaurant, mais ça peut être pour des produits, ça peut être pour tout type de choses qui sont sur Internet. Et au final, ces avis sont quand même vachement importants, même si on sait que dans certains cas, les avis peuvent être achetés ou des mauvais avis donnés par la concurrence. Il ne faut pas le dire. Ça ne faut pas le dire.
Mais grosso modo, ça c'est aussi de l'influence. Alors quand on parle d'influenceurs, est-ce que pour tout le monde c'est intéressant d'aller chercher des influenceurs? Peut-être pas, parce que ça coûte de Faut l'argent. se poser la question. Voilà, il faut se poser la question. Est-ce que c'est rentable? C'est surtout ça qu'il faut se voir quand on est une entreprise, la rentabilité. Est-ce que si je fais appel à un influenceur qui va me coûter 2000 euros, est-ce que derrière je vais gagner 4, 5, 6, 10 000 euros? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant d'aller dessus. Et puis après, il faut aussi bien choisir son influenceur. C'est ça. Voilà, comment on choisit son influenceur? J'imagine déjà, il y a des gens qui nous conseillent, il y a des experts là-dessus. Complètement, hein. Il y a des agences qui existent, qui sont spécialisées dans l'influence marketing. Et puis après, des influenceurs, il y a des chiens qui sont influenceurs, il y a des hommes, des femmes, des sportifs. Il y avait eu un chat, un petit chat. Il y avait un chat, Grumpy Cat. Ouais, et en fait, c'est son propriétaire. En fait, il faisait des photos de son chat. Et puis à un moment donné, il s'est dit tiens, mon chat a quand même une belle popularité sur Internet. Il a commencé à faire des produits dérivés. Et au final, il a fait il a fait son business avec son chat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne qui est sur Internet a une communauté. Et par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est dans le monde de la moto. Donc cette personne va attirer les gens qui font de la moto. On peut avoir des personnes qui sont sur le milieu du voyage. Donc eux vont attirer les gens du voyage. Il y a des personnes qui vont parler de la gastronomie. Et donc ils vont avoir une communauté de personnes qui aiment aller dans des restaurants, etc. Et donc quand on est une entreprise, l'idée c'est d'utiliser les bons influenceurs. Alors pas forcément les influenceurs, c'est surtout la communauté qu'il y a derrière. Parce que c'est cette communauté qui va interagir. L'influenceur va juste être le relais de communication. Et derrière, ce qu'on veut, c'est que la communauté achète ou clique ou se déplace pour aller dans des restaurants, par exemple. Et donc, il y a l'influenceur, oui, mais c'est surtout la communauté derrière. Est-ce qu'elle a une valeur? Est-ce que sa communauté, elle clique? Est-ce que sa communauté, elle like? Et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce qu'on peut parler d'influenceurs qui a des millions de followers, mais est-ce que pour autant, ces millions de followers interagiraient de la même manière qu'un influenceur qui a 10 000 followers? Après, un influenceur, on est tous attirés par une personnalité, un influenceur, donc une communauté. Et l'idée, c'est quand même de bien la choisir, surtout si on veut cibler un produit et une cible bien précise. J'avais une dernière question. Est-ce qu'il y a une limite au marketing d'influence? Oui. Ça m'est déjà arrivé de collaborer avec un influenceur. Et cet influenceur, casse du sucre sur le dos de l'entreprise. Et c'est pas très intelligent. Non, et quand on a une grosse communauté, mais quand on parle d'une communauté de centaines de milliers de personnes, l'entreprise derrière reçoit énormément de messages haineux de la part de cette communauté. Et du coup, ça met un peu à mal l'image de la marque. Comment on fait après pour rétablir ça? Ça doit être compliqué. C'est compliqué, mais l'influenceur, il est surtout grillé. Il est surtout grillé du secteur d'activité parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde connaît tout le monde dans certains domaines. Et donc, cet influenceur-là, il est grillé de tous. Et donc, on sait que demain, on travaillera jamais avec lui. Mais mine de rien, quand on est une petite société et que derrière, il y a des milliers de personnes qui disent que votre société est nulle, ça peut mettre en péril votre entreprise. Et donc c'est là où il faut être vraiment vigilant à choisir le bon influenceur. C'est comme dans le sport. Hein. Tiens, je veux sponsoriser tel et tel athlète, mais est-ce qu'il a une belle image? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs que l'entreprise? L'influence marketing ne se limite pas juste à avoir des beaux réseaux sociaux, c'est aussi une personnalité. Donc moi, par exemple, quand je contacte des influenceurs, je les appelle tous. Je les ai au téléphone, je discute avec eux, j'essaye de voir un petit peu leurs valeurs, voir un petit peu leurs objectifs, d'où ils viennent, comment ils ont construit leur communauté, etc. Et ça a une réelle importance, parce qu'au final, on s'engage avec une personne sur un temps qui est plus ou moins long, et il faut avoir vraiment une relation de confiance avec l'influenceur. Si derrière, il n'est pas content, il faut que ça se passe en off et non pas sur ses réseaux sociaux. Mais il y a un contrat qui est établi, j'imagine, entre la marque et l'influenceur. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de contrats, notamment quand il y a l'aspect financier. À un moment donné, c'est du donnant-donnant. Chacune des deux parties, l'entreprise ou l'influenceur doit faire des choses. Et c'est pour ça qu'on fait un contrat écrit qui est validé par des avocats pour que chacune des parties respecte leur engagement. Ok. Et donc c'est la seule limite en termes de marketing viral, c'est le choix de l'influenceur. Ouais. Sinon, si on a le bon influenceur, on peut y aller quoi, en toute tranquillité. Complètement. Ouais. En fait, les influenceurs, c'est aussi un canal de communication.
en plus de tout ce qui existe déjà sur le numérique. Complètement. En fait, on parle de Google AdWords, on parle de Facebook Ads, donc tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux. On parle de référencement naturel, on parle d'optimisation de sites web. Ok, tout ça, ce sont des moyens pour faire de l'acquisition, générer des ventes, de la visibilité. Mais l'influence marketing, c'est aussi un autre canal qu'il ne faut pas mettre de côté parce qu'il est aujourd'hui encore très très rentable, bien plus rentable que de faire de la publicité sur Google, par exemple. Et bien utilisé, ça peut vraiment permettre à une entreprise de se faire connaître et de générer du chiffre d'affaires derrière. Donc si demain on a envie de faire ça, il faut mieux s'adresser à un expert qui a l'habitude de gérer les relations avec les influenceurs. Tout à fait, parce qu'au final, c'est de la relation humaine. Et puis il y en a en région. Il y en a en région, et ça, il ne faut pas se... Comment dire ? Pas se planter sur le choix de l'influence. Voilà, et puis il faut y aller, quoi. Ok, merci Simon. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Eh ben merci pour ces informations sur le marketing d'influence. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.